Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau grand angle consacré à l'histoire des États-Unis depuis la fin de la Première Guerre mondiale. En 1917, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, rompt avec l'isolationnisme traditionnel américain pour voler au secours de ses alliés européens. En janvier 1918, devant le Congrès des États-Unis, il prononce un discours justifiant en 14 points l'engagement du pays dans la Grande Guerre. Wilson expose aussi sa vision du monde à construire. Depuis cette date, les États-Unis sont présents en tant que puissance majeure sur la scène mondiale. Leur engagement y est politique, diplomatique, économique et culturel et s'articule entre un hard power, une puissance militaire déployée sur toute la planète, et un soft power, une hégémonie culturelle, mais systématiquement justifiée par la défense de la démocratie et des droits fondamentaux. Leur attitude a constamment évolué entre la tentation de l'isolement et celle de l'intervention, entre la recherche d'un consensus international et l'action unilatérale. Alors en quoi les relations que les États-Unis ont établies avec le reste du monde de 1918 à nos jours témoignent-elles de la construction de leur puissance? Intéressons-nous dans un premier temps à l'entrée en guerre d'une grande puissance de 1918 à 1939, ou comment les États-Unis conçoivent leur rôle dans le monde après la fin de la Première Guerre mondiale et de quelle manière ils interviennent dans le second conflit mondial. En 1918, les États-Unis s'imposent comme un partenaire incontournable pour régler la paix. Le président démocrate Woodrow Wilson expose sa vision dans les 14 points présentés au Congrès début 1918, un nouvel ordre international fondé sur le droit, le désarmement, la liberté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et garanti par la future Société des Nations. Créée à l'issue de la Première Guerre mondiale, la SDN vise à redéfinir le cadre des relations internationales et renforcer le dialogue entre les États afin de préserver la sécurité collective. L'organisation échoue à sa mission, elle est remplacée en 1945 par l'ONU. Le wilsonisme, nom donné à la politique défendue par Wilson, assigne aux États-Unis la tâche de défendre la liberté dans le monde. Favorablement accueilli en France, le wilsonisme est contesté par de nombreux Américains. L'ancien président Theodore Roosevelt refuse le principe de la SDN au nom de l'isolationnisme, à savoir une politique de non-ingérence des États-Unis dans les conflits extérieurs et surtout celui de sa neutralité dans les conflits en Europe. En 1920, le Sénat rejette le traité de Versailles, dont le préambule fonde la SDN, et les démocrates sont battus aux élections présidentielles. L'idéalisme internationaliste wilsonien a échoué. La diplomatie des présidents républicains profite de la prospérité économique des États-Unis. Depuis 1918, le pays domine la hiérarchie économique mondiale. Les États-Unis représentent en effet 16% du commerce mondial et 60% du stock d'or en 1929. Protectionnistes pour eux-mêmes, ils défendent la politique de la porte ouverte dans les pays où ils investissent. Le protectionnisme est une politique visant à limiter le volume des importations pour protéger la production nationale. Créanciers de l'Europe, les États-Unis participent au règlement de la question des réparations allemandes, en confèrent le plan Dawes en 1924 et les accords Young en 1929 qui prévoient une réduction des réparations dues par l'Allemagne. Les Américains sont attachés à l'indépendance de leur pays. Ils sont prêts à défendre leurs intérêts dans le monde, mais sans conclure d'alliances contraignantes. Ils maintiennent leur influence en Amérique latine, dont la stabilité et le contrôle sont considérés comme essentiels pour leur sécurité. Le pacifisme, lui, se développe dans les années 1920. En 1928, le secrétaire d'État Frank Kellogg signe avec une quinzaine d'États le pacte Briand-Kellogg qui met la guerre hors la loi. Le Sénat américain ratifie le traité, qu'il juge sans contrainte. La crise économique de 1929 plonge le monde dans la dépression. Après le krach de Wall Street, la bourse de New York du jeudi 24 octobre 1929, baptisé jeudi noir par les historiens et les médias de l'époque, les États-Unis relèvent leurs tarifs douaniers et rapatrient leurs capitaux. Cette crise a été rapide et brutale. En 3 ans, la production mondiale s'effondre de 30% et les échanges commerciaux internationaux chutent, eux, de 60%. L'élection du démocrate Franklin Roosevelt en 1932
ne provoque pas de changement majeur en politique extérieure. Roosevelt doit compter avec le nationalisme de l'opinion publique et du Sénat. On rappelle que le nationalisme désigne l'attachement à la nation à laquelle on appartient. C'est une politique consistant à promouvoir la grandeur nationale. Le président américain donne ainsi la priorité au redressement intérieur. C'est la politique du New Deal, nom donné au mouvement de réformes économiques et sociales préconisé par Franklin Roosevelt aux États-Unis à partir de 1933 dans le but de résoudre la crise économique qui sévissait depuis 4 ans dans le pays. L'ensemble des mesures visait à augmenter le pouvoir d'achat, secourir les chômeurs, relever le revenu des agriculteurs, organiser de grands travaux financés par l'État. Les États-Unis reconnaissent officiellement l'URSS en 1933, accordent l'indépendance aux Philippines en 1934, abandonnent les talons or et dévaluent le dollar. Ils développent par ailleurs une politique de bon voisinage en Amérique latine. Mais le pays reste prudent face à la montée des tensions internationales durant les années 1930. L'agression japonaise contre la Chine en 1931 n'est condamnée que moralement. Lorsque l'Italie menace l'Éthiopie, le Congrès américain vote en août 1935 une première loi de neutralité interdisant la vente d'armes à des États belligérants, c'est-à-dire en guerre. 2 autres lois suivront en 1936 et 1937. Franklin Roosevelt prend tardivement conscience que la politique d'apaisement est inefficace devant Hitler. Bien que refusant d'intervenir dans le conflit, les États-Unis vendent dès novembre 1939 du matériel aux Alliés. Hésitant, Roosevelt condamne les régimes fascistes et réarme son pays. Roosevelt s'engage progressivement aux côtés du Royaume-Uni. Fin 1940, il donne pour mission aux États-Unis de devenir le grand arsenal de la démocratie. La loi Preble est signée en mars 1941 après une dure bataille au Congrès. Cette loi américaine permet d'aider le Royaume-Uni et les pays en guerre contre l'Axe et le Japon en leur fournissant une aide matérielle sans s'engager officiellement dans la guerre. En août 1941, Roosevelt entreprend de jeter les fondements d'une nouvelle politique internationale et signe pour cela, avec le Premier ministre britannique Winston Churchill, la Charte de l'Atlantique, qui propose une série de principes moraux devant guider les puissances démocratiques et garantir le rétablissement durable de la paix, à savoir refus de tout agrandissement territorial, droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement, libre accès de chacun en matières premières, liberté des mers et renonciation à la force. Le 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor provoque l'entrée en guerre des États-Unis. L'expansion japonaise en Asie du Sud-Est se heurte aux intérêts britanniques, français et américains, mais c'est bien l'attaque du Japon contre la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï qui amène les États-Unis à sortir de l'isolationnisme. L'attaque est lancée un dimanche, le matin. Les Japonais repartent avec une flotte quasi intacte, la perte de 64 hommes et la capture d'un marin. Dans le camp américain, 180 avions sont détruits, 159 endommagés, 10 navires sont perdus, 18 bâtiments démolis. On estime surtout que l'attaque a fait plus de 2400 morts et plus de 1100 blessés. La moitié d'entre eux ont péri dans l'explosion et le naufrage du navire USS Arizona. Cette attaque a été une surprise totale pour les Américains. Cela s'explique par des négligences et une très bonne préparation de l'armée japonaise qui a pu s'appuyer sur un vaste réseau d'espions. On estime qu'il y avait jusqu'à 200 agents secrets japonais infiltrés à Hawaï. De leur côté, les services de renseignement américains n'ont réussi à déchiffrer et transmettre le message, laissant entrevoir l'attaque qu'après la première offensive. L'attaque de Pearl Harbor a conduit à l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et a profondément marqué l'histoire américaine. Chaque année, le 7 décembre, le drapeau américain est mis en berne. En 75 ans, aucun dirigeant japonais ne s'était rendu sur la base navale qui est toujours en service en 2016. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie américaine devient une économie de guerre au service de la victoire. Le Victory Program, annoncé par le président Roosevelt, nécessite la mobilisation de tous. En 1944, 14,5 millions d'Américains sont appelés sous les drapeaux. En 1945, les États-Unis représentent 50% de la production industrielle mondiale. La personnalisation du pouvoir militaire et diplomatique est accentuée lors de la guerre. C'est Roosevelt qui détermine les priorités militaires. Il privilégie le front européen, même si l'Asie accapare aussi son attention
et ses hommes. L'engagement américain contribue largement à la victoire des Alliés. Après les débarquements anglo-américains au Maghreb puis en Italie, Roosevelt convainc Churchill de la nécessité d'un débarquement en France. L'opération Overlord commence le 6 juin 1944 en Normandie. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945 devant la coalition des forces soviétiques à l'est et occidentales à l'ouest. En Asie, pour accélérer l'issue du conflit et prendre de vitesse l'URSS, le président Truman, successeur de Roosevelt, fait lancer 2 bombes atomiques sur Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 août 1945. Le Japon capitule sans condition le 2 septembre 1945. Pour rétablir la paix, Roosevelt compte sur la création d'une organisation internationale. Il estime que 4 puissances, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la Chine, sont appelées à y jouer un rôle majeur. Des conférences tripartites entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS ont lieu à Moscou et Téhéran en 1943, à Yalta et Potsdam en 1945, au cours desquelles les divergences avec les soviétiques s'accentuent. Roosevelt décède en avril 1945 avant l'ouverture de la conférence de San Francisco qui crée officiellement l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en présence du nouveau président américain, Harry Truman. Le siège de l'ONU est symboliquement fixé à New York. Le voici, ce bâtiment accueille l'essentiel des institutions de l'ONU. Il est situé au bord de l'East River, dans l'arrondissement de Manhattan. Sa construction principale a commencé en 1947 et s'est achevée en 1952. Étudions à présent la superpuissance que représentent les USA au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Une superpuissance qui perdure durant toute la guerre froide jusqu'en 1991. Pour les États-Unis, 1945 est l'année de la victoire contre le nazisme en Europe et contre l'impérialisme nippon dans le Pacifique. La paix est acquise avec la capitulation du Japon. La fin de la guerre met un terme à la Grande Alliance. Les conférences interalliées de 1945 ne masquent pas pour autant les dissensions entre occidentaux et soviétiques. Les États-Unis initient la création de l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit pour eux de défendre l'idée d'une sécurité collective fondée sur la coopération entre les nations. Les dirigeants américains estiment que leur pays a un rôle éminent à jouer dans le concert des nations comme première puissance militaire et seule puissance nucléaire. La puissance, une notion fondamentale à maîtriser. C'est la capacité d'un État d'imposer sa volonté aux autres dans un système international dont les États sont les acteurs dominants. La puissance combine la force brute, le hard power, c'est-à-dire la puissance militaire, et la capacité d'influence, la puissance douce, le soft power. La montée des tensions avec l'Union soviétique est vécue comme une menace réelle. Les soviétiques sont comme des impérialistes cherchant à étendre leur sphère d'influence. Le discours de fermeté face à l'URSS reçoit de plus en plus d'adhérents parmi les membres de l'administration Truman. Au sortir de la guerre, le PIB américain équivaut à celui de tous les autres pays du monde réunis. La mobilisation industrielle et économique pendant la guerre les conduit à produire la moitié des produits manufacturés de la planète qu'ils exportent sur tous les continents, surtout en Europe et en Asie où la reconstruction dépend des capitaux états-uniens. Les États-Unis sont aussi les bâtisseurs du monde économique et financier d'après-guerre. La conférence de Bretton Woods en juillet 1944 conduit à la création d'un Fonds monétaire international, le FMI, et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Cette conférence redessine le système monétaire international. Le dollar devient la monnaie internationale de référence, seule monnaie convertible en or. Les 3/4 de l'or mondial sont détenus par les Américains en 1945. Pour eux, c'est par la libéralisation du commerce mondial et la coopération économique entre les nations que la paix sera maintenue. Les gouvernants américains estiment que leur mode de vie, l'American Way of Life, est un modèle exportable dans le monde. La présence de millions de soldats américains, les GIs, en Europe et en Asie, contribue à la diffusion de la culture américaine, déjà fortement implantée durant l'entre-deux-guerres dans de nombreux pays du monde. Leur modèle culturel repose sur la consommation de masse et l'exportation de produits standardisés. Le cinéma hollywoodien, le Coca-Cola, les cigarettes blondes, le jazz ou encore les jeans Levi's se répandent en Europe et en Asie à une forte demande populaire.
Prenons pour exemple Coca-Cola. En 1886, un pharmacien d'Atlanta, John Steed Pemberton, mélange par erreur de l'eau gazeuse à un sirop à base de caféine, de jus de citron et des extraits de plantes de coca. Coca-Cola est né. 9 verres du soda sont vendus chaque jour. En 1906, Coca-Cola sort pour la première fois des frontières américaines pour être embouteillée à Cuba, au Panama et au Canada. La marque débarque en France au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1919. En 1960 est créée la première canette de Coca-Cola. En 1970, Coca travaille son image et ajoute la célèbre vague blanche à son logo. En 1991, l'entreprise utilise pour la première fois du plastique recyclé pour fabriquer ses bouteilles. Et en 2005 est lancé le Coca-Cola Zéro. À l'heure d'aujourd'hui, le nombre de bouteilles consommées dans le monde toutes les secondes serait de 12 000, soit plus de 1 milliard par jour. Le chiffre d'affaires de Coca-Cola serait évalué à plus de 20 milliards d'euros. Autre exemple, les jeans Levi's. À l'époque où Coco Chanel brouille les codes avec son look de garçon, Lévi-Strauss et compagnie créent en 1934 le premier jean pour femmes. Le Lady Levi's est d'abord implanté par les pionnières du Far West, puis par les citadines de la côte Est en villégiature dans les ranchs. L'engouement pour le Levi's 501 dépasse très vite les enclos des fermes américaines et devient un véritable phénomène national. Popularisé par les grands westerns des années 50 et par l'actrice Marilyn Monroe, le denim breveté s'offre une aura glamour, l'héroïne des désaxés l'arbore à la ville comme à l'écran, un coup de pub magistral pour la firme, le jean s'impose comme l'uniforme des jeunes femmes en quête d'émancipation. En 1991, l'icône Indigo incarne le style US à la fois cool et essentiel, les comédiennes de la série Beverly Hills 90-210, le zip jusqu'au nombril en version Mom Jeans, un style prisé par les ménagères des 80s. En 2014, 80 ans après la création du jean pour femmes, Levi's lance le Live in Levi's, une campagne publicitaire internationale inspirée par le quotidien de millions de fans. Aujourd'hui, le Levi's 501 est porté par toutes les générations. Progressivement, cette culture américaine se fait plus agressive envers le communisme avant d'entrer dans la logique de la guerre froide en 1947. Les États-Unis considèrent que la paix mondiale doit être fondée sur le libéralisme économique. Rompant avec le protectionnisme, ils s'engagent en faveur d'un accord sur la libéralisation des échanges, les accords GATT, General Agreement Tariff and Trade, en 1947, et aident à la reconstruction de l'Europe à travers le plan Marshall, toujours en 1947. Mais afin de protéger certains secteurs de leur économie, ils maintiennent des droits de douane particulièrement élevés. Les États-Unis estiment que la démocratie libérale est un modèle exportable. Cet idéal est pourtant mis à mal dans le cadre de la lutte contre le communisme. Les États-Unis soutiennent certaines dictatures quand elles luttent contre le communisme, comme au Vietnam ou au Chili. Seul le président Jimmy Carter, au pouvoir de 1977 à 1981, a fait de la défense des droits de l'homme un fondement de sa politique extérieure. Les États-Unis utilisent leur puissance économique, financière et culturelle pour imposer leur influence. L'aide économique et militaire fournie par les États-Unis aux pays européens et asiatiques s'élève à 300 milliards de dollars entre 1945 et 1985. La culture et le mode de vie américain se diffusent par le biais des médias. Les États-Unis s'engagent dans la lutte contre le communisme suite à la Seconde Guerre mondiale. La politique d'endiguement qui vise à contenir l'expansion du communisme est exposée par le président Truman au Congrès en 1947. Les États-Unis forment alors des alliances pour encercler l'Union soviétique, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avec l'Europe occidentale, l'ANZUS, pacte signé en 1951 entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et le pacte de Bagdad, une alliance militaire signée en 1955 par l'Irak, l'Iran, le Pakistan, la Turquie et le Royaume-Uni. Les États-Unis rejoignent l'organisation en 1958. Les tensions entre les deux grands, États-Unis et URSS, culminent lors de crises. C'est le cas à Berlin lors du blocus de la ville par les soviétiques de juin 1948 à mai 1949, ou lors de la crise de Cuba en 1962, qui voit le président Kennedy menacer l'Union soviétique de représailles atomiques, mais ces crises ne dégénèrent pas. Des guerres ont en revanche lieu par alliés interposés en Corée de 1950 à 1953, au Vietnam de 1960 à 1973. Au tournant des années 70, le président Richard Nixon et son conseiller Kissinger mènent une diplomatie triangulaire en exploitant les rivalités entre l'Union soviétique et la Chine. Les États-Unis se livrent à une course aux armements et à l'espace avec l'Union soviétique. L'équilibre de la terreur repose en effet sur la dissuasion nucléaire. Après l'échec vietnamien, les États-Unis négocient avec l'Union soviétique une limitation
Désarmement, ce sont les accords SALT de 1972 et 1979, l'élection de Ronald Reagan en 1980 qui dénonce l'Union soviétique comme l'empire du mal, relance la course aux armements. Le retour à la détente est initié par la rencontre entre Reagan et le nouveau leader soviétique, Mikhail Gorbatchev, en 1985. L'accord START, signé avec George Bush en 1991, prévoit la réduction des armements nucléaires. En 1989, le bloc soviétique, suivi par l'URSS, disparaît. En 1991, les États-Unis peuvent ainsi apparaître comme la seule superpuissance. On parle même d'hyperpuissance, une hyperpuissance dessinant ainsi un nouvel ordre mondial. Les États-Unis sortent victorieux de la guerre froide. La disparition de l'Union soviétique érige les États-Unis au rang de superpuissance, de seule superpuissance, au début des années 1990, en 1991 précisément. Une superpuissance, rappelons-le, est un État qui réunit tous les attributs de la puissance. Économie, culture, diplomatie, armée. On parle aussi de puissance globale. La guerre du Golfe de 1990 à 1991 permet aux États-Unis de montrer leur supériorité tactique et stratégique, tout en soulignant leur attachement au multilatéralisme dans le cadre de l'ONU. Quelques mots sur cette guerre du Golfe. En août 90, le dictateur irakien Saddam Hussein envahit le Koweït voisin. Les Américains mobilisent alors la communauté internationale et forment une coalition militaire sous l'égide de l'ONU. Celle-ci chasse l'Irak du Koweït en février 91, au terme d'un conflit d'un peu plus d'un mois, fortement médiatisé. C'est l'opération Bouclier du désert qui a mobilisé une coalition de 35 pays. Notons que l'embargo à l'encontre de l'Irak, décidé par l'ONU dès 90, a duré 12 ans et eu des conséquences sanitaires et sociales catastrophiques sur la population irakienne. L'insurrection des opposants chiites et kurdes au régime de Saddam Hussein, encouragée par la coalition, a provoqué une répression sanglante et un exode massif vers les frontières. Le président George Herbert Bush considère alors que leurs valeurs économiques et politiques ont triomphé et qu'un nouvel ordre mondial commence. Les États-Unis continuent de participer à la diffusion du libéralisme économique. Achèvement de l'Uruguay Round en 1994, accord de libre-échange nord-américain en 1994, qui permet la libre circulation des marchandises entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, conférence économique de l'Asie-Pacifique, l'APEC, en 1993. Cependant, leur projet d'une vaste zone de libre-échange des Amériques, baptisée ZLEA, se heurte aux intérêts de certains pays latino-américains et doit être abandonné. Le président démocrate Bill Clinton promeut lui une politique d'enlargement, politique consistant à élargir le cercle des nations démocratiques et libérales. Pour lui, la puissance américaine doit servir à élargir la démocratie dans le monde. Clinton promeut le multilatéralisme et s'engage également dans une politique active de désarmement nucléaire avec le traité START II en 1996. Cependant, la politique américaine reste clairement unilatérale quand il s'agit de défendre ses intérêts. En effet, alors que le multilatéralisme cherche à concilier les positions de tous les États dans les relations internationales, l'unilatéralisme, lui, désigne la politique extérieure d'un État qui défend ses propres intérêts sans tenir compte de la position des autres États. Le Sénat républicain renoue ainsi avec la tradition isolationniste quand il refuse de ratifier les accords de Kyoto sur l'émission des gaz à effet de serre en 1997 ou bien d'adhérer à la Cour pénale internationale en 1998. Le président républicain George W. Bush et son entourage sont quant à eux favorables à l'expression militaire de l'hégémonie américaine. Les attentats du 11 septembre 2001 confirment leur conception manichéenne du monde, dans laquelle leur pays doit jouer le rôle de gendarme, défenseur de la démocratie et de ses propres intérêts. L'armée américaine envahit ainsi l'Afghanistan en octobre 2001 avec l'accord de l'ONU. George W. Bush dénonce un axe du mal qui fait peser sur le monde la double menace du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Défendant l'idée de guerre préventive, il décide de détruire le régime de Saddam Hussein et provoque ainsi la division de l'opinion publique américaine et mondiale. Sans l'accord de l'ONU, les États-Unis et leurs alliés envahissent l'Irak en 2003. Le président démocrate Barack Obama, élu en novembre 2008, a hérité d'une situation difficile. Les États-Unis sont en effet concurrencés et contestés dans leur leadership économique mondial. La stabilisation de l'Irak a échoué et le maintien de l'armée est très onéreux.
Obama décide ainsi le retrait des troupes américaines d'Irak en 2011. Il désengage par ailleurs les États-Unis tout en misant sur le multilatéralisme. Il tente de redorer l'image des États-Unis dans le monde et de renforcer les liens avec les alliés européens. Pour ce faire, il utilise l'ONU, multiplie les déplacements, dont celui très remarqué du Caire en juin 2009, où il prononce un discours destiné à améliorer les relations américaines avec les musulmans. Les interventions militaires se font dorénavant dans le cadre d'alliances, comme pour la Libye en 2011. Toutefois, la puissance américaine rencontre de nouvelles limites. La Chine est devenue un concurrent sérieux dans tous les domaines. Les États-Unis misent sur la haute technologie pour garantir leur avance, les drones par exemple, mais leur image est régulièrement entachée par la révélation de scandales, comme l'affaire Snowden. En juin 2013, des dizaines de milliers de documents de la NSA décrivant le programme de surveillance massive de l'agence américaine sont rendus publics par Edward Snowden, analyste de sécurité pour un sous-traitant de la NSA. Alors de 1918 à aujourd'hui, le chemin parcouru par les États-Unis a fait d'eux une puissance hégémonique certes, mais contestée. Leur relation au monde balance entre soutien et hostilité selon que les peuples adhèrent ou non à leur modèle. Les résistances et le coût de la puissance pèsent cependant sur le peuple américain, tenté de revenir à son isolationnisme historique. L'élection de Donald Trump en 2016 n'est-elle pas l'expression de ce souhait? Cela fait plus de 15 ans que seule une minorité d'Américains pense que le pays va dans la bonne direction. La présidence de Trump n'y aura vraisemblablement rien changé. Bilan d'un mandat hors norme à un mois de la nouvelle élection présidentielle. 20 janvier 2017, c'est avec un discours aux accents apocalyptiques que Donald Trump entamait son mandat de 45e président des États-Unis. Le bain de sang américain s'arrête ici et maintenant, déclarait le républicain, magnat d'immobilier, qui se présentait comme le défenseur des hommes et femmes oubliés. Dans la droite ligne de sa campagne comme outsider de la droite populiste, Trump promettait de s'attaquer aux flux migratoires, au libre-échange mondial et à l'élite politique et lobbyiste de Washington et de rendre ainsi à l'homme de la rue américain ses emplois, son identité et sa dignité. Près de 4 ans plus tard, avec en jeu la réélection de Trump le 3 novembre, il ne reste pratiquement que le flux ininterrompu de tweets, de scandales et une polarisation politique extrême. Cet écran de fumée de controverses masque de nombreuses promesses non tenues, mais aussi toute une série de réalisations. Faisons le point sur la présidence Trump. Tout d'abord, une révolution de droite. Après avoir placé Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, Trump souhaite faire nommer avant les élections un 3e juge à la Cour suprême, qui en compte 9. Sa candidate est la très conservatrice Amy Coney Barrett. Depuis Richard Nixon, aucun autre président américain n'a pour autant marqué de son empreinte la plus haute juridiction du pays lors de son premier mandat. Ce possible game changer dans la dernière ligne droite avant la présidentielle du 3 novembre place tout d'un coup sous les projecteurs la révolution judiciaire que les républicains mènent discrètement depuis 4 ans. Trump et sa majorité au Sénat ont déjà nommé 218 juges fédéraux, soit plus de 25% du total. À l'exception de Jimmy Carter, aucun autre président n'a fait mieux pendant son premier mandat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deuxième aspect sur la législation sur les armes. Le lobby des armes, un autre pilier traditionnel républicain, a réussi à maintenir son pouvoir d'influence. Le 1er octobre 2017, les États-Unis ont connu la tuerie de masse la plus meurtrière de toute l'histoire américaine lorsque Stephen Paddock a ouvert le feu pendant de longues minutes à partir d'une chambre d'hôtel sur des spectateurs d'un festival de musique à Las Vegas. Bilan, 60 morts et plus de 800 blessés. Quelques mois plus tard, dans la Stoneman Douglas High School à Parkland, en Floride, 17 personnes ont perdu la vie dans l'attaque la plus sanglante jamais perpétrée dans une école secondaire aux États-Unis. Des millions de citoyens ont participé au mouvement March for Our Lives, mais rien n'a changé ou presque au niveau de la loi sur les armes. Selon le bump stock, cet accessoire pouvant équiper une arme à feu semi-automatique pour lui donner un fonctionnement proche d'une arme automatique a été interdit. Le monde des entreprises a accueilli les bras grands ouverts la vague de dérégulation typiquement républicaine. Le pays a connu la plus forte baisse d'impôts depuis des décennies, les banques ont vu les règles s'assouplir, 68 lois environnementales ont été supprimées en toute discrétion et 32 autres devraient suivre. Les normes strictes d'émission des voitures ont été assouplies, les centrales électriques peuvent émettre davantage de gaz à effet de serre, les sites d'extraction de pétrole et de gaz peuvent à nouveau libérer du méthane et les forages pétroliers sont désormais autorisés dans une réserve naturelle en Alaska. Toutes ces mesures ont permis à Donald Trump de créer de nombreux emplois pour son électorat,
entre autres pour les habitants de la Rust Belt, même si cet effet semble temporaire. Les incendies de forêt destructeurs sur la côte ouest, les ouragans d'une violence rare dans le sud et les records de pluie dans le Midwest illustrent surtout la nature des changements climatiques, même si Trump rejette en bloc toute responsabilité humaine dans ces phénomènes, et ce tandis que sa propre administration met en garde contre la hausse du coût économique de ces catastrophes et le danger qu'elles représentent pour la stabilité financière du pays. Même si la tolérance zéro envers les immigrants illégaux n'est pas une obsession typiquement républicaine, Trump en fait la pierre angulaire de sa campagne. Le résultat reste cependant mitigé. Le nombre d'arrestations à la frontière mexicaine a grimpé en flèche. En 2019, on en comptabilisait près de 900 000, soit le nombre le plus élevé depuis 2007. Mais cette hausse en dit autant sur le désespoir face à la criminalité liée à la drogue et sur la pauvreté en Amérique latine que sur le renforcement des contrôles aux frontières. Et il n'en reste pas moins que le discours radical de Trump a découragé bon nombre de candidats à la migration et fait baisser drastiquement le nombre de migrants illégaux. En 2018, Trump a même envoyé l'armée à la frontière mexicaine et séparé de leurs parents des enfants mineurs entrés illégalement dans le pays. Des images choquantes d'enfants en pleurs derrière des barreaux ont provoqué d'énormes protestations et fait reculer Trump. Le nombre d'expulsions a augmenté chaque année, mais il est encore loin des chiffres de son prédécesseur démocrate, Barack Obama. Concernant les tensions raciales, la politique migratoire de Trump illustre aussi bien comment Trump s'est mis en marge du débat identitaire. Parmi les manifestants néo-nazis de Charlottesville, il a vu de nombreuses bonnes personnes. Il a qualifié les pays africains de shithole countries et a subtilement légitimé des millions de partisans de la théorie du complot de l'extrême droite canon. Au début de l'année, plus de 80% des Afro-Américains qualifiaient Trump de raciste, et au moment de la mort de Breonna Taylor et de George Floyd, quand Jacob Blake a été gravement blessé, et lorsque le mouvement de protestation Black Lives Matter a explosé contre la violence policière, Trump n'a montré aucune compréhension. Il a choisi de soutenir les forces de maintien de l'ordre, en prétendant traduire la voix de la majorité silencieuse en se focalisant sur la loi et l'ordre, aiguillonne-t-il inutilement les tensions raciales et la violence entre les groupements d'extrême droite et d'extrême gauche. Il y a peu de questions qui illustrent aussi bien cette polarisation profonde du pays. Concernant les soins de santé, enfin, le coronavirus a déjà coûté la vie à 205 000 citoyens américains, soit le nombre le plus élevé au monde. Il s'agit de la plus grande crise de la présidence de Trump. Il y a foison d'écrits sur la manière dont Trump a minimisé cette maladie, contredit ses conseillers scientifiques et accouché d'une stratégie fédérale totalement chaotique. C'est un fait que la crise du coronavirus est la plus grande crise sanitaire ayant frappé les États-Unis depuis la grippe espagnole de 1918 et que les pauvres, les personnes âgées et les minorités, entendez, les hommes et les femmes oubliés de l'Amérique, ont été touchés de manière disproportionnée. Facteur aggravant, les républicains de Trump ont en partie démantelé l'Obamacare, la réforme des soins de santé introduite par son prédécesseur, sans offrir la moindre solution de rechange digne de ce nom. Ils ont aussi réduit les programmes alimentaires et de lutte contre la pauvreté. Des millions d'Américains ont ainsi vu leur filet social, déjà mince, s'effilocher encore davantage. Voilà, c'est la fin de ce grand angle. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau dossier consacré cette fois-ci à l'élection présidentielle américaine, à son fonctionnement et puis bien sûr aux résultats qui de Donald Trump ou Joe Biden sera le président américain des 4 prochaines années. Je vous retrouverai avant cela très prochainement pour un nouveau journal. Très bonne journée.